Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier et bonjour à tous. Alors nous recevons aujourd'hui Bruno de Saint-Chamas. Bonjour Bruno de Saint-Chamas, vous êtes président d'Ictus et vous allez nous dire d'ailleurs ce que représente Ictus et la définition même du mot. Et après quoi nous parlerons de questions économiques liées à votre carrière professionnelle, liées à l'activité d'Ictus, qui est une activité de formation chrétienne, catholique, et il paraîtra intéressant d'aller sur les questions anthropologiques, sur la globalisation. Bref, vous aurez toutes les questions possibles que nous pourrons vous poser, Pierre et moi-même. Mais pour l'heure, Ictus. Si mes souvenirs de Grec sont bons, ça désigne le poisson. Voilà, Ictus c'est le symbole du poisson, et symbole du poisson utilisé par les premiers chrétiens qui, pour se retrouver dans les catacombes, et donc, on va dire, sous un régime totalitaire, eh bien, avaient ce signe du poisson pour se repérer, sachant que c'était en même temps l'anagramme de Jésus-Christ, sauveur des hommes. Voilà. En grec. Donc, en grec, dit oui. En grec, bien sûr. Jésus Christos, Théos, Ouios, Soter. Exactement, exactement. Et donc, ce symbole, en fait, nous suivons le poisson, et en même temps, nous voulons être comme un poisson dans l'eau, formule qu'on reprend à Mao Tse-tung, oui, qui disait que les révolutionnaires devaient être dans la société comme des poissons dans l'eau. Et ce que nous cherchons à faire, Ictus, c'est former des catholiques qui puissent garder leur orientation, leur manière d'ordonner les priorités dans la vie sociale et politique, en étant complètement intégrés à la vie sociale et politique. Alors c'est une tâche d'ampleur aujourd'hui parce que vous évoquez la société des premiers chrétiens et vous avez dit totalitaire. Est-ce que nous ne serions pas dans une société qui s'en rapproche ? Alors bon, ça c'est un débat pour... je crois que le mot maintenant, il a été bien cadré aussi par des gens comme Hannah Arendt, Chantal Delsol, etc. On n'a pas le droit d'employer le mot n'importe quand. Bon, c'est vrai. Donc, je serai prudent là-dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a une notion de pensée unique, et une pensée unique qui n'est pas la recherche de la vérité. C'est ça qui est assez fort. Parce que la vérité s'impose. La vérité, on la voit. La vérité, elle nous saute à la figure. Moi, je suis ingénieur de formation. Pour un ingénieur, le réel, comprendre ce qui se passe, comprendre les lois physiques de ce que l'on utilise, de ce que l'on veut faire, c'est fondamental. Un ingénieur ne peut pas s'affranchir des lois de la physique. Mais dans le domaine de la politique, est-ce qu'il y a des lois ? Est-ce qu'il y a des lois autres que l'expression de la volonté générale ? Grand débat, grand débat. On parle même de sciences politiques. Alors, on parle effectivement de sciences politiques, mais avec peut-être le dogme qu'il n'y aurait pas de vérité en politique, et même pas qu'il n'y aurait pas de vérité tout court, et donc a fortiori en politique, que ce serait vraiment déplacé, et que en fait le domaine de la politique c'est celui de la loi du plus fort. Enfin, ça peut être celle du plus fort ou du plus rusé. Ou du plus rusé. Ou du plus corrompu. Voilà, de celui qui l'emporte. De celui qui l'emporte. Celui qui l'emporte. Et celui qui l'emporte a raison. Vous vous souvenez de la fameuse phrase « Vous avez politiquement tort parce que vous êtes... » Non, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Voilà. Donc, c'était le nain sectaire, enfin, oui. Comme on l'appelait, le député de Saint-Nectaire. Voilà. Bon, laissons à l'oubli ce personnage. Oui. Mais malgré tout, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Un ingénieur, l'ingénieur que vous êtes, ne peut pas aller contre le réel. Ah oui, s'il veut avancer, il doit utiliser les lois, et il ne peut pas les tordre. Hein. Vous avez raison, mais néanmoins, vous avez aussi dit que la politique, c'est la loi du plus fort. Malgré tout, il me semble, je vous pose la question, de savoir s'il n'y a pas quand même des lois sociales, ou sociologiques même, anthropologiques, qu'il faut qu'on ne peut pas quand même aller contre l'humain. Et il existe, par exemple, ce qu'on appelle la loi naturelle. Et qu'à la forcer, qu'à la tromper, qu'à la distordre, à la tordre, on s'expose à des catastrophes humaines. Alors, bon, cette notion de loi naturelle,
dans le domaine de la vie morale et politique, c'est une notion qui est complètement aujourd'hui méconnue. Enfin, on a l'impression que ça n'existe pas. Mais quand on observe le réel, moi je me référais, vous savez, à Camus dans L'homme révolté. Il a une phrase magnifique où il dit « Le fait qu'on se révolte, le fait que l'homme se révolte, c'est tout à fait au début de son ouvrage, prouve bien qu'il y a un moment, l'homme se dit mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et donc, la révolte est en fait l'expression dans la conscience et au fond des hommes et dans l'histoire, au cours de l'histoire, qu'il y a une limite à ce que l'on peut faire. Que si on dépasse cette limite, à ce moment-là, on se révolte, on dit non, c'est insupportable, ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable, comme disaient certains hommes politiques, ça n'est pas acceptable. Et donc, Camus, qui était d'une certaine manière, il ne procède pas par, je dirais, la découverte d'une transcendance qui s'impose et de vérités auxquelles il adhère. Mais il constate dans les faits que si les hommes se révoltent, et si l'histoire est faite d'hommes qui se révoltent et qui disent « non possumus », ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. C'est bien qu'il y a quelque chose que tous les hommes sont prêts à reconnaître. Et ont en commun. Et ont en commun, exactement. Et je vous entendais, Bruno de Saint-Chamas, reprendre les propos du pape Jean-Paul II qu'il avait tenus en 1980. C'est la faiblesse de son anthropologie qui a causé la perte du marxisme. Justement, sur l'anthropologie aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les communistes du bloc communiste d'autrefois et les mondialistes d'aujourd'hui? Moi, je crois que le temps arrive. Le temps arrive pour que cette vérité... En fait, cette déclaration, là, vous évoquez un entretien, c'était Jean-Paul II avec Frossard dans les années 80. Et il disait, Frossard disait, mais est-ce qu'ils vont tenir, les communistes, en 80 ? Oui. Et là, Jean-Paul II, non, ils ne tiendront pas, ils n'ont pas d'anthropologie, ils n'ont pas de vision de l'homme. Et il avait pointé la faiblesse de la vision marxiste. Ils ont réduit l'être humain à sa fonction économique, voilà, le pape avait dit. Exactement. Mais est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? C'est le cas aujourd'hui, mais je dois vous avouer que les libéraux ont fabriqué une anthropologie depuis. Ou en tout cas, ils ont fabriqué un programme qui est la déconstruction de l'anthropologie naturelle. Et donc, leur anthropologie à eux, ils se sont fabriqués une anthropologie, ils ont repris un peu les thèmes, enfin l'idéologie, on va dire, de Sartre, qui est l'homme est un projet. Donc, l'homme est un projet, c'est devenu leur anthropologie. Et donc, il est important, pour être un homme, de se déterminer soi-même quand il s'agit du genre, quand il s'agit de sa position par rapport à sa race, son ethnie, sa nation, toutes ces réalités que nous observons comme des réalités, parce que l'enfant n'a aucune liberté pour naître dans telle famille, pour naître avec tel gène, pour naître avec telle couleur, pour naître avec telle histoire, avec tel patrimoine génétique. Enfin, il n'a aucune liberté là-dessus. Et pourtant, ce qui est présenté comme projet, c'est que l'homme s'accomplit en définissant lui-même, finalement, tous ses choix, d'être blanc, d'être homme ou femme, d'être dans une nation ou dans une autre. Donc, pour eux, c'est le comble de la liberté, puisqu'il s'est affranchi de toute prédétermination. Et donc, le but de l'éducation, le but de l'école, ce sera d'arracher les gens au déterminisme. Alors que nous disons, il y a une réalité, je suis né dans un jardin, je vais cultiver mes talents, et c'est en étant pleinement une rose que la rose va s'accomplir, c'est en étant pleinement un homme ou pleinement une femme qui a tel talent. J'ai le don de la science, eh bien c'est ce don-là que je vais cultiver. J'ai le don de la poésie, eh bien c'est ce don-là et ce talent que je vais cultiver. Non, pour, entre guillemets, l'homme libéral, de la génération néolibérale, mondialiste, etc., ce qui compte, c'est de multiplier les opportunités. Parce que toute opportunité de transaction peut être génératrice d'argent. Et marchande. Peut être marchandée. Voilà. Et donc, la valeur d'une action étant mesurée à sa seule valeur utile et économique, eh bien, en multipliant les opportunités de choix, j'augmente la taille du business. Et c'est comme ça, d'une certaine manière, qu'on voit aujourd'hui des gens qui prétendent n'avoir aucune
volonté ou intention anthropologique, être en fait complètement à la remorque des mouvements les plus minoritaires et les plus déconstructeurs, parce qu'ils sont embarqués, puisque la publicité, puisque le politiquement correct, puisque le mainstream, comme on dit, a décidé que c'était ça qui était important et qu'il fallait encourager, et que finalement, les visites de psychiatres, les changements d'un genre, tout ça, ce sont des marchés, la PMA, la GPA, donc des gens qui pourtant n'ont l'air d'être intéressés que par l'argent, deviennent les promoteurs de transformations anthropologiques. Ça ne veut pas dire qu'ils tiennent à un modèle plutôt à un autre. Ce qui leur intéresse, c'est le changement, le mouvement. Et en ce sens-là, ils ont complètement rejoint l'approche marxiste. Oui. Dans lequel c'était l'approche dialectique. Ce qui compte, c'est de rechercher la contradiction dans l'essence même des choses, selon la formule. Et à chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a une opportunité politique. Avec Marx, on l'avait d'un point de vue d'un pouvoir politique. Avec les libéraux, utilisant je dirais les interrogations anthropologiques des Foucault, etc., oui. Eh bien, on a l'opportunité de multiplier les transactions financières, si bien que d'ailleurs Foucault l'avait prévu, c'est quand même dingue, en 80, il disait « l'homme doit devenir entrepreneur de lui-même. » De lui-même, exactement. Il a un capital et il va s'accomplir en maximisant ce capital. Et donc, fournir des gamètes, fabriquer des médicaments, fournir des morceaux de soie et être capable de les vendre, voilà l'accomplissement de l'homme. Et ces libéraux libertaires autoproclamés camp du bien, disiez-vous, Bruno Saint-Chamas, ont pris le pouvoir, dites-vous, avec une posture moralisatrice de l'obligation. Cette idée de l'obligation qu'on retrouve tout au cours de l'année 2020. C'est sûr que les poissons d'ictus ne sont pas mus par l'obligation. Un chrétien n'est pas mu par l'obligation. Il est mu par une vocation qui est la quête du bonheur. Et d'un bonheur qui ne s'accomplit pas sur terre. La terre, la vie sur la terre est une préparation à un très grand bonheur. Mais un grand bonheur pour lequel on a des désirs infinis, pour lequel il n'y a aucune limite à l'action. Suivant la formule de Saint Ignace, tout ce qui est sur la terre, eh bien, il faut s'en servir pour poursuivre ce but. Ou il faut s'en détourner si ça nous en détourne. Donc, c'est le bonheur, en fait, la recherche du bonheur. Donc, et ce bonheur, alors... Moi, ce débat, il existe depuis longtemps, parce que qu'est-ce que c'est que ce bonheur ? Et oui, parce je trouve que la politique nous propose du bonheur. Voilà, aussi. exactement. Et d'ailleurs, je me souviens, au moment où les Soviétiques envahissent la Tchécoslovaquie, un intellectuel de gauche avait dit « Celui qui veut faire le bonheur de l'autre est déjà presque un assassin ». Voilà. Alors, ce qui était, pour une fois, bien pensé. Aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas arrivés, justement, au non possumus que vous évoquiez tout à l'heure? Le réel se rappelle à nous, à notre société, et au fond, Camus aurait été encore plus révolté aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous camusiens, quoi. C'est ça. Il faut être camusien. C'est-à-dire que ce qu'on lit dans L'homme révolté, on se dit, mais c'est incroyable. Et on comprend que la clique de Breton, Sartre, Beauvoir, etc., lui soit tombée dessus. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, il redécouvrait la loi naturelle dont on parlait, il redécouvrait la nature, il découvrait le fait que nous avons une nature humaine. Et finalement, ce que les mondialistes voient comme opportunité, c'est que s'il n'y a pas de nature humaine, alors, ils disent comme ça, tout est permis. Voilà. Tout est permis. Et je crois que, peut-être qu'on parlera du travail, mais que c'est un marqueur pour notre société aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment perdu le sens des finalités de notre action, des finalités de notre action économique, de notre activité économique. Précisément, vous nous introduisez déjà à la deuxième partie que nous allons faire après la pause. Alors, avec Bruno Saint-Chamas, nous allons nous interroger maintenant sur l'aspect économique de notre société. Vous l'avez déjà introduit, mais vous nous avez dit tout à l'heure, vous étiez ingénieur.
vous avez fait une carrière d'ingénieur et vous m'avez dit, hors micro, que, au fond, votre génération a été bénéficiaire de cette fameuse globalisation. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre carrière, mais surtout que l'on débouche sur une réflexion sur la globalisation? Alors, je dirais, j'ai démarré comme ingénieur dans un domaine très pointu et innovant à l'époque, puisque j'ai été un des premiers à avoir à Paris un microprocesseur. Il y en avait 10 à Paris, j'en avais un. Donc vous voyez, on était privilégiés, voilà. Donc on était très contents, on faisait les projets et donc on travaillait sur les architectures d'ordinateurs qu'on faisait avec ces nouvelles technologies dès le début et à leur utilisation dans différents domaines qui ont été le domaine... j'ai fait des images de synthèse, les premières images de synthèse, j'avais des équipes qui faisaient ça pour les simulateurs d'avions, oui, vous voyez, oui. Pour l'entraînement des militaires. Et puis ensuite, la CAO pour, dans les usines, être capable de concevoir la les conception choses. assistée par ordinateur. Voilà, c'était à l'époque chez Matra. Donc j'ai travaillé pour Dassault, pour Matra, vous voyez, pour la Cogema, qui étaient les gens du nucléaire. Donc on va dire des industries françaises qui dominaient au niveau mondial, étaient dans l'excellence. Donc quand vous étiez... jeunes sur les nouvelles technologies, dans des sociétés qui avaient des positions d'innovation et de leadership mondial, c'était passionnant. Vous voyez, vous aviez les moyens, Moi, à 27 ans, j'ai eu un garage à Boulogne, et puis j'ai tout aménagé à l'intérieur, et j'ai pu recruter, je me souviens, 135 personnes en 3 mois. Vous voyez, des projets, quand on raconte ça, c'est formidable. Oui, au fond, vous commencez comme Steve Jobs. Alors, sauf que eux, et vous avez vu... Dans un garage. Voilà. On était effectivement dans les garages et on faisait des belles choses. Et on avait la satisfaction d'une concurrence forte, mais vous voyez, d'œuvres. On voyait ce que nous faisions, on pouvait le voir et on pouvait se positionner. On était content d'être les premiers mondiaux à faire telle chose, les premiers à avoir réussi ça, etc. Et ensuite, j'ai eu une deuxième partie de carrière où j'étais plus dans un environnement très global dans lequel la France n'était pas leader, ou moins leader, comme les télécoms, l'informatique, les services informatiques. Bull. Alors Bull, et puis des sociétés. Alors Bull, j'ai eu la chance de connaître Jean-Marie Descarpentries, travailler pour lui, Thierry Breton, l'actuel commissaire européen, qui a été mon patron. Et puis j'ai pu... travailler ensuite dans des sociétés qui étaient alors des multinationales américaines et j'ai découvert ce qu'on appelle pour le coup le management global. Je dirais Bull se cassait un peu le nez sur la difficulté à être global par rapport à des Hewlett-Packard, à des IBM, etc. Et les sociétés de services, il y avait un art des sociétés de services françaises, mais on se battait aussi contre des grandes sociétés américaines. Donc j'ai vécu dans les sociétés américaines où là j'ai été patron, vous savez, d'une zone géographique ou d'un métier dans ces grandes organisations matricielles. Et j'ai vu qu'on pouvait faire effectivement des tas de choses, mais j'ai vu aussi ce dépérissement de la relation au travail. Entre la relation que vous avez quand vous avez votre équipe que vous avez recrutée, qui est centrée sur une œuvre, etc., dans un garage, etc., et puis la responsabilité de la mise en place mondiale des ERP avec tel partenariat pour être global dans le monde, etc., vous apercevez que le travail que vous faites est un travail qui change énormément. Vous avez en théorie un pouvoir énorme, parce que vous avez un très gros budget, vous prenez des décisions qui ont un impact, mais votre relation avec les gens, pratiquement, on commençait, nous, déjà à faire de la téléconférence, de la visioconférence, etc. Donc, la digitalisation... Alors, on allait voir les gens, en fait, on les dirigeait en les voyant 2 fois par an. Vous voyez, ça vous donne une idée de... Et vous pouviez décider de fermer une activité en ayant vu les gens 1 fois dans l'année. Bon, ce qui rendait plus facile la fermeture. D'ailleurs. Alors, ça vous rend complètement, je dirais... insensible à la dimension subjective du travail. Vous ne mesurez à la fin, d'ailleurs, même plus l'objet que vous faites. Est-ce que c'est un simulateur d'avion? Est-ce que c'est un... on va changer... est-ce que c'est une carotte? Est-ce que c'est une betterave? Est-ce que vous mesurez simplement combien ça rapporte? Et est-ce que ça coûte cher ou pas cher de le produire à tel endroit? Et donc, effectivement, assez facilement... la variable d'optimisation, ça va être le résultat en bas,
Mais vous n'allez pas du tout regarder, est-ce qu'il y a fallu avoir des hommes, des personnes pour faire ce travail? Est-ce que ces gens sont heureux? Est-ce que ça a permis d'accomplir, à ces gens d'accomplir finalement leur raison d'être, leur raison de vivre, etc. Donc on perd très facilement et très rapidement cela. Et on peut même être cynique. Enfin, personnellement, je crois qu'on perçoit comment un capot peut exécuter des ordres et dans un stalag faire exécuter des choses atroces à des gens parce qu'il applique une consigne, une politique qui vous tombe dessus, de gens que vous n'avez pas vus. Donc cette insensibilité, vous voyez, se transmet et à la fin, on peut être complètement robotisé, ou dans un mode d'exécution inhumaine. Et la matrice de tout ça, c'est les cours de management des universités de Yale, de Stanford. C'est vrai qu'avec 4-5 matrices, on a formaté l'optimisation des cash flows et de la création de valeur, ce qu'on a appelé la création de valeur dans les groupes. Je vous disais que j'ai bénéficié de la mondialisation concrètement même financièrement, c'est-à-dire que j'ai pu, par exemple, j'étais professeur à HEC, j'ai accompagné des élèves dans leur start-up, j'ai investi avec eux, ils ont vendu leur affaire, j'ai gagné de l'argent. D'accord? Et donc, oui, c'est une réalité j'ai mesuré à quel point, d'ailleurs, c'était beaucoup plus rapide et facile de gagner de l'argent sur le capital que sur le travail. Et j'ai mieux compris, vous savez, la proposition de Peggy qui, dans l'argent, dit les ouvriers, le drame c'est que les ouvriers ont fait des coups de bourse sur leur travail. Et du coup, ils ont perdu le sens de leur travail. Eh bien, d'une certaine manière, j'ai réalisé que entre travailler pendant 5 ans pour mettre au point un simulateur et travailler 15 heures par jour, etc., et c'était difficile, etc., ou bien avoir une petite équipe qui vend une technologie qui peut être diffusée mondialement, donc qui la vend très cher, vous vous enrichissez beaucoup plus vite en étant propriétaire et actionnaire qu'en étant simple travailleur. Et là, on voit bien le basculement du capitalisme contemporain, avec les licenciements boursiers, avec évidemment la prospérité des marchés financiers, le chômage. Et le fait que tout le monde n'est pas propriétaire, mais on a mis les cadres dirigeants dans une logique de propriétaire avec les systèmes de stock option et d'intéressement aux plus-values. C'est effectivement un moteur extraordinaire. Parce que quand des cadres dirigeants sont intéressés à la progression du capital, ils tirent dans ce sens-là. La seule chose, c'est qu'en faisant cela, on a mis un biais. Et qu'il faut je vais employer un mot qui ne s'emploie plus, mais qu'on comprenait autrefois, il faut une vertu personnelle extraordinaire pour résister à l'attraction de je fais un coup financier, ou je suis juste. Et d'une certaine manière, on a biaisé le jugement, le discernement et la prudence des managers en leur disant, écoute, tu ne te poses pas de questions, qu'est-ce qui te rapporte le plus? Et je crois qu'il y a là peut-être une des faiblesses du néolibéralisme. Vous voyez, la perte du sens du travail. Voilà, la perte du sens du travail, et surtout la perte de pourquoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit, avec l'ère néolibérale, le juge de paix, c'est la création de valeur, la maximisation du profit. Point. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Oui. Et qu'on ne pose pas la question de est-ce qu'il y a une vérité en politique, est-ce qu'il y a une vérité, est-ce qu'il y a un bien en économie, est-ce qu'il y a un juste. On évacue ces questions-là, mais on dit simplement, votre mission, c'est de maximiser le profit. Si on ne garde que cette valeur, ce que Marx avait anticipé comme étant la logique capitaliste. Absolument. Donc, si on ne garde que cette valeur, eh bien, librement, on induit des comportements de gens qui vont saccager, qui vont abuser du travail des autres, des capitaux, de la nature, etc. Alors on essaye aujourd'hui de le compenser avec des entreprises qui seraient soi-disant éthiquement responsables, etc. Donc c'est un espèce de biais qui était... On a mis de la morale dans le... On essaye de mettre de la morale, mais moi je dis que c'est souvent même de la moraline, c'est-à-dire qu'on croit que parce qu'on est dans une entreprise qui a positionné 5-6 valeurs en tête de son rapport annuel en disant qu'on est pour la nature, pour la femme, pour la diversité, pour etc., etc., on achète pour pas cher le fait qu'on est un bon citoyen du monde. Mais en fait, un bourreau tous les jours au travail avec les équipes que l'on dirige et les options qu'on prend. Alors, par rapport au travail, est-ce que le pionnier que vous avez été en matière de digitalisation n'a pas
engendrer finalement le problème, par exemple, actuel du travail à domicile, du télétravail, qui va réduire le nombre d'employés. Alors, est-ce que ça réduit le nombre d'employés? On s'en aperçoit avec le marché immobilier des bureaux. Oui. Ah oui, ça va vider les bureaux, ça va virer les sièges sociaux. Voilà. Et c'est sûr qu'on connaît plusieurs endroits où des tours où il y a 5000 postes, ils ont actuellement une jauge à 200 postes. Donc effectivement, tout le monde travaille de chez soi et ne fait que les réunions. Alors, je pense que ça va poser, mais c'est vraiment, alors c'est l'économiste que vous êtes qui pourrait peut-être apporter la lumière, mais on avait l'habitude, vous savez, de parler des coûts directs et puis des coûts indirects. Et dans les coûts directs, on parlait des indirects de production et puis des indirects. C'est vrai que le phénomène des sièges sociaux, le modèle anglo-saxon qui fait qu'on pouvait vivre des colonies en étant à Londres dans des tours et en faisant, entre guillemets, suer le bournou partout dans le monde, c'est quand même le modèle, si vous voulez, c'est le nirvana du cadre, quoi. D'ailleurs, qui a été formé dans les Big Five pour savoir faire ça, hein, pour savoir faire suer le burnou à l'endroit où c'est pas cher et vendre à l'endroit où c'est plus cher. Donc, on a actualisé la vieille théorie des physiocrates et la guerre du blé. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est interdit, c'est d'encadrer la production. Il faut que tout le monde puisse produire n'importe où. On va encadrer la production, etc., vous mettre des tas de normes, etc. Par contre, le commerce, le doux commerce, il faut qu'il soit complètement libre, hein, et tout le monde peut être commerçant. Montesquieu. Hein. Tout le monde peut être commerçant. Commerce. Vous citiez Marx, Bruno de Saint-Chamas. Il y a un autre philosophe qui est allé sur le domaine du travail, c'est Simone Veil. Ouais. Et quels ont été les principes de cette philosophe concernant le travail? Alors, elle a redécouvert notamment ce qu'elle a appelé l'attention. Oui, pardon de vous interrompre, parce que Simone Veil est allée travailler en usine. Voilà, elle est allée travailler en usine et elle venait de l'environnement, de l'univers, entre guillemets, plutôt communiste à l'époque. Et elle était déjà, elle avait compris que toute la valeur n'est pas dans le profit. Ça, elle l'avait bien compris. Et elle nous a amené à observer dans le travail, à observer le travailleur. À regarder l'homme qui travaille, à voir l'homme au travail, hein, et à découvrir tout ce qui se passait dans l'homme au travail. Donc je crois que c'est principalement cette vertu d'attention qu'elle a promue. Et puis peut-être que ça nous a aidé à mieux comprendre les trois dimensions de la valeur du travail. La valeur objective qui est le produit que je fais et la satisfaction que j'ai si je fais un stylo, si ce stylo est beau, s'il est bien fait. Il y avait des études dont un de mes amis, Yves Gomez, parlait, avaient été faites à l'EDF. On enquêtait auprès de gens qui faisaient du câblage. Le câblage des boîtes de raccordement. Eh bien, quand ils mesuraient leur travail, ils disaient, voilà, le câblage est beau. À la fin, ce que j'ai fait, c'est beau. Donc il y a une plénitude de la réalisation, une vérité en plénitude sur, oui, ça répond à sa mission et du coup c'est beau. Simone Veil qui s'est d'ailleurs convertie au catholicisme, je crois, à l'âge de 26 ans. Est-ce que justement elle a appuyé sa philosophie sur les principes de la doctrine sociale de l'Église? Alors, je ne crois pas qu'elle elle s'est pas baptisée, mais c'est une mystique catholique. Oui, et alors je crois qu'elle a découvert en fait les réalités qui éclaire la doctrine sociale de l'Église. Voilà. Et là, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, souvent, on présente la doctrine sociale de l'Église comme étant une sorte d'invention faite par des cardinaux et le pape à Rome, qui, entre eux, vous voyez, qui se seraient réunis, qui auraient dit on vous envoie une doctrine. En fait, ce sont les réalités et ce sont les œuvres, c'est ce que les hommes avaient fait, des actions concrètes qui avaient été faites par des chefs d'entreprise, par des ouvriers, par des syndicalistes, etc. Et à partir de ces réalités, l'Église a aidé à expliciter quelles étaient les lois physiques que cela mettait en œuvre. Le principe de subsidiarité, est-ce que c'est catholique ? Il se trouve que c'est l'Église qui l'a formulé la première fois, mais c'est comme si on disait la notion d'autorité, est-ce qu'elle appartient à Diderot ? Parce que Diderot a mis la première fois le mot dans un dictionnaire et l'a expliqué. Non, l'autorité, elle n'appartient pas à Diderot. La subsidiarité, ça n'appartient pas à l'Église. La subsidiarité, ça appartient à la réalité de la vie sociale. C'est que nous sommes faits pour vivre en société.
nous sommes mus par des intérêts. La prudence s'exerce en fonction de notre savoir et notre intelligence. Et si je court-circuite la personne et que je remonte d'un niveau, la décision sur ce qui est bien et sur ce qu'il faut faire et l'exercice de la prudence, il y a un moment, j'envoie la décision à un niveau où je ne peux plus être prudent parce que je suis tellement loin de la réalité et que ça ne marche plus. C'est ce qu'on voit. Enfin bon, là, on a en ce moment la discussion sur les vaccins et la logistique des vaccins. Mais on a envie de dire, vous avez entendu parler de la subsidiarité ? Voilà. Qui a intérêt à ce que les gens soient vaccinés ? On nous répond, le ministre. Parce que le président lui a demandé. Oui, nous sommes dans un système. On changera de ministre. C'est la pyramide. Si on veut que quelque chose fonctionne, il faut que des gens sur le terrain qui aiment les gens, puisque vacciner, soi-disant, ça peut sauver des vies, il faut que ce soit des gens qui aient à leur niveau besoin. Donc les médecins généralistes. Les médecins, qui est les médecins de famille, etc., proches des gens, devraient avoir la main. Bon. Illustration, donc vous voyez, la doctrine sociale de l'Église, et pour revenir à Simone Veil, elle a vu ces réalités. Et donc c'est très intéressant parce que d'une certaine manière, un œil non chrétien a mis en lumière des valeurs, des composantes de la valeur du travail que l'on retrouve dans Laborem Exercens, l'encyclique de Jean-Paul II. Donc on pourrait plutôt dire, est-ce que Jean-Paul II n'a pas lu Simone Veil pour écrire Laborem Exercens ? Vous voyez ? Alors nous allons faire une deuxième pause et nous allons parler de ce problème du travail car il est loin d'être épuisé. Et Pierre aura l'occasion de vous poser des questions sur le revenu de base universel qui est dans l'air du temps. Et on continue notre conversation sur le travail avec Bruno de Saint-Chamas. Bruno de Saint-Chamas, le 26 novembre dernier, à l'Assemblée nationale, une résolution relative au lancement d'un débat public sur la création d'un mécanisme de revenu universel appelé socle citoyen a été voté. Ce revenu universel, le Forum économique de Davos en parlait déjà il y a quelques années avec Klaus Schwab, son président. Il déclarait que ce revenu universel irait à ceux pour qui il n'y a plus de travail. J'entendais récemment l'économiste Olivier Delamarche, bien connu des téléspectateurs de TV Liberté, à propos de ce revenu universel, parler de soviétisation de l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, soviétisation. J'ai l'impression que ça n'est pas une soviétisation au sens où la soviétisation suppose qu'il y a un parti qui dirige cette opération soviétique. Je crois que ce mouvement sur le travail est un effet d'opportunité et un effet de mode politiquement correct. Je vais employer un mot, des puissants, pour être encore plus puissants et empêcher la révolte dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'il y a un moment où l'homme, tout homme, sait qu'il s'accomplit par le travail. Ne pas avoir de travail, c'est lui dire qu'il n'a plus de sens. Et quand on voit qu'il y a un grand mouvement, par exemple en ce moment, dans les cabinets conseils, avec création de syndicats, pour la première fois en France, qui mettent en cause le sens de leur travail. C'est-à-dire que même chez les agents de la mondialisation, vous voyez, les agents de la transformation, parce que c'est comme ça qu'on emploie le mot, on dit que quand on est dans un cabinet conseil, on fait de la transformation. Et la transformation, c'est toujours se mettre, partir d'un business qui est à l'échelle locale pour le transformer en global. Et être capable donc de produire mieux et moins cher et de vendre à un plus large. Bon. Donc, une fois qu'on a compris que même les gens qui sont dans les exécutants de cette logique de transformation, les apôtres de cette logique, les fameux partenaires, etc., eh bien, dans toutes ces sociétés, on voit une coupure qui s'installe et on voit bien que puisqu'on pourra produire n'importe où quand la globalisation sera vraiment réalisée, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'informatique, vous vous souvenez de M. Tchourouk qui se vantait de faire avec Alcatel, qui était le champion dans les télécoms en France,
de faire une entreprise fabless, sans usine. Ça, voilà. Vous vous souvenez de ça? Absolument. À la fin, il n'y a plus d'Alcatel. Oui, mais il n'y avait plus d'Alcatel. Il n'y a plus d'Alcatel. Il y a le service brevet qui a été mangé par Nokia. Point. Voilà, exactement. Voilà. Donc, il y a peut-être encore quelques gars qui sont utiles à la survie des brevets, qui ont encore un job, mais tous les autres ont été liquidés. Donc, on voit cette réalité, on voit ce mouvement. Et on voit que ce qui se passe d'ailleurs actuellement avec la crise, c'est que les riches deviennent encore plus riches parce qu'ils ont l'agilité mondiale et que ceux qui sont cantonnés, les manants, ceux qui ne peuvent pas bouger, ceux qui restent, il y a les immanents. Donc les everywhere, là, qui eux s'enrichissent. 0,01%. Voilà. Mais les manants, ceux qui sont attachés à une usine, à un lieu, à une technologie, à une histoire, à un produit qui est local, mais ceux-là, ils sont appelés à être traités comme une variable d'ajustement en fonction des opportunités. Est-ce que ces manants vont oublier qu'ils se développent, qu'ils s'accomplissent grâce à leur travail ? Ou alors, est-ce qu'ils vont accepter cette somme on évoque somme entre 500 et 1000 euros. Est-ce que ça sera soit le sens du travail, soit cet argent, et vous la bouclez, en gros? Voilà, et c'est assez commode, je dirais, pour les puissants, de dire, mais vous travaillez pour de l'argent, et bien l'argent, on va vous le donner. On ne peut pas vous donner le travail, on donne l'argent. Donc vous avez le résultat sans l'effort. Et on a vu dans le travail simplement la notion d'effort et de pénibilité, etc. Vous vous souvenez de Mme Aubry, quand elle avait parlé de la réduction du temps de travail, elle était passée au journal de TF1 et on lui avait posé la question, mais vous êtes ministre, vous êtes à Lille, vous êtes au PS, vous travaillez, paraît-il, plus de 70 heures par semaine et vous êtes pour les 35 heures. Elle dit, oui, mais moi j'ai un travail intéressant. Vous voyez la suffisance des puissants. Et je le dis d'autant plus que j'ai considéré toujours dans ma vie professionnelle que moi, j'avais un travail intéressant. Et donc, je vois bien ce qu'on a comme neurones. On considère que soit on organise le monde et que les autres sont des variables. Et je pense que c'est parce qu'on a véritablement perdu le sens du travail. Et si on en revient à Simone Veil, si on en revient à la doctrine sociale de l'Église, ce que nous invite à regarder la doctrine sociale de l'Église, c'est les 3 dimensions du travail. La valeur objective de son utilité, ce que je produis. La valeur subjective, je suis transformé par le travail. Le fait d'avoir fait quelque chose de beau fait que je m'accomplis, que je suis fier, que je suis heureux, que je rentre et que je peux dire j'ai fait telle chose. D'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure, quand on m'a dit qu'est-ce que vous avez fait, je vous dis j'ai fait des simulateurs, j'ai fait des images de synthèse, j'ai fait de la CAO, j'ai fait des voitures, j'ai fait des trains, voilà, on a participé à quelque chose. Et donc on en est fier, on trouve qu'on voit, on comprend le sens de son travail. Et puis la 3e dimension, qui était la dimension collective, que Marx avait bien vue, et en disant dans cette dimension collective, il y a la collaboration du capital et du travail, et c'est le capital qui ramasse tout. Bon. Et donc ces 3 dimensions, et je pense que la dimension subjective est complètement oubliée. Quand on travaille pour gagner sa vie. Pas simplement pour gagner de l'argent, quoi. On gagne sa vie, c'est-à-dire qu'on a une raison d'être. Ce revenu de base universel n'est pas lié au travail. Je l'ai appelé dans un article « l'aumône du grand reset ». C'est une bonne formule. J'ai souscrit, oui. Mais, attention, Madame Lagarde étudie maintenant les possibilités, Pierre, vous en avez parlé avec Olivier Delamarche, d'une monnaie numérique publique qui permettrait de rémunérer le socle, comment dit-on, citoyen. Et on parle aussi de filet de sécurité, mais qu'est-ce que c'est qu'un filet? Alors, un filet, je pense qu'effectivement, il y a besoin d'aider, il y a besoin du filet de sécurité. Mais c'est plus un filet quand finalement vous transférez vers l'État le rôle de redistribution de ça, et que si vous pensez à la vie d'un homme en France, à partir de 3 ans, déjà, le président de la République veut le prendre. Il est pris en charge. Bon. Il fait toutes ses études. À 25 ans, on va supposer qu'il est fini. C'est une option. Une autre, il n'a pas de job et il va rentrer dès 25 ans dans une filière avec un filet de sécurité. Disons que l'opportunité de vivre de son travail, aujourd'hui, on va commencer à 25 ans. On va considérer qu'à 55 ans, vous êtes plus très bon compte tenu de la concurrence. Je prends cette hypothèse. Donc, ça fait pas beaucoup, 25 à 55, ça fait 30 ans, d'accord? Et puis ensuite, 55 ans, vous allez vivre, mettons, jusqu'à 85 ans, à nouveau avec la retraite qui aura été prise grâce à la grande réforme par une administration d'État,
D'accord ? Et dans ces 30 ans où vous avez travaillé, on va faire l'hypothèse que peut-être il y a eu 5 années où vous avez vécu avec le chômage. Donc, en fait, on travaille pour vivre 25 ans, d'accord ? Mais ça veut dire du coup qu'il y a un coût du travail phénoménal, parce que même ramené à moi, supposons qu'il n'y ait même pas d'échange, en gros, quand je travaille pour vivre 10, eh ben, j'aurais travaillé 2. C'est effrayant. Donc ce phénomène, de mathématiquement, chômage partiel auquel on assiste, ce chômage partiel qu'on donne aux restaurateurs, à tous ces gens aujourd'hui qui ne peuvent pas travailler, est-ce que le chômage partiel, c'est ce qui va précéder, en fait, c'est l'ancêtre du revenu universel? Alors, on est en train de nous habituer, effectivement, à ce qu'on pourra survivre, hein, on dit bien survivre, financièrement, parce qu'on sera aidé. Mais on aura perdu, pour les gens, là, enfin, je pense que le premier mois, c'est peut-être pas dramatique humainement de ne pas aller travailler et de rester chez soi, ne rien faire. Mais enfin, les gens, là, aujourd'hui, on voit que c'est les psychiatres qui commencent à avoir la queue chez eux et pas simplement les médecins du Covid. Donc, je crois que la réalité, là encore, hein, l'observation, l'attention que nous devons avoir à nos concitoyens, c'est que les gens ont besoin de travailler et que ce que doivent créer les politiques, c'est pas nous distribuer de l'argent qu'ils ont piqué par ailleurs, hein, c'est permettre que dans notre pays, on puisse vivre de son travail. Et là, il y a une inversion totale. Moi, je crois que c'est parce qu'ils n'ont pas l'anthropologie, parce qu'ils n'ont pas la vision de l'homme, parce qu'ils voient l'homme comme une machine, une variable d'ajustement, qu'ils pensent que si on met quelques dollars ou quelques euros, ça va régler le problème. Hein. Olivier, tout à l'heure, évoquait cette notion de grand reset qu'on entend beaucoup, la grande réinitialisation. Quelle définition vous en donneriez ? Moi, j'ai l'impression que c'est l'effet d'aubaine des puissants qui sont dans le mur, parce que leur algébrique, ils ne savent même plus expliquer comment ça peut fonctionner avec des taux négatifs. Et donc, on dit, et ça paraît sain, que les puissants se rencontrent et disent « qu'est-ce qu'on fait ?» Moi, je ne suis pas du tout, comme on dit, complotiste aujourd'hui. Je trouve complètement normal que les dirigeants des grandes boîtes, que les dirigeants des États discutent entre eux. Oui, heureusement qu'ils discutent. La seule chose, c'est est-ce qu'ils discutent pour trouver une solution qui prend en compte l'homme et la personne dans les sociétés, ou c'est simplement pour sauver leurs abattis à eux. Oui, parce qu'il y a un économiste suisse, qui vient de nous quitter d'ailleurs, qui a décrit le forum de Davos comme un nouveau concile, avec le pape Klaus Schwab, qui se réunit régulièrement, mais certainement pas dans l'intérêt des fidèles. Oui. En tout cas, là, vous voulez mener une guerre religieuse. C'est au-delà de mes compétences. C'est la thèse de cet économiste suisse. Mais en fait, il y a une critique de Davos qui est quand même assez pertinente. Mais la question que je voudrais vous poser maintenant, c'est les manants vont-ils se révolter ? Alors, les manants, si on en croit Camus, ils vont se révolter. Bon. Et donc, c'est l'angoisse des autres. Ouais. Donc, c'est sûr qu'eux, ils mettent le paquet sur le contrôle culturel. Et voilà. Et d'où l'importance pour nous, si vous voulez, le service qu'on peut rendre, je crois, aux hommes d'aujourd'hui, c'est de leur dire, mais vous avez une dignité, vous avez les moyens, vous avez en vous, la force est chez vous. La force, elle est dans chaque personne. D'accord ? Et d'aller dire cette vérité, c'est très important, parce que le discours officiel, c'est, attendez, on s'occupe de vous, rampez. Fermez-la. Rampez. Appel à la responsabilité de chacun. Donc c'est un appel à la responsabilité. Le fait chaque homme est grand et les vrais humanistes, si vous voulez, entre guillemets, c'est nous. C'est pas ces gens qui, avec l'idéologie du care, vous savez, dont on parle beaucoup, veulent soi-disant nous prendre de la naissance à la fin, d'accord, et ensuite ils géreront, effectivement, ils tripoteront au début pour savoir qui a le droit de naître et ils tripoteront à la fin qui a le droit de mourir ou qui devra mourir. Et éventuellement des organes. Et l'important, c'est que ça circule. Voilà, puisque c'est ça le dogme. J'écoutais cet économiste Bruno de Saint-Chamas sur votre site Ictus, Pierre-Yves Gomez, et qu'avec Olivier, on serait d'ailleurs ravis de pouvoir recevoir, qui disait, voilà, il ne faut pas avoir peur du changement qui vient, car l'humanité en a connu de plus fort. Que doit-on conserver et que doit-on changer après ce changement ? Alors, là, c'est une émission. Vous avez 2 minutes. J'ai 2 minutes, voilà. Je pense que c'est vraiment la première chose, le premier combat, pour moi, il est culturel sur la vision de l'homme, et c'est pour ça que la question anthropologique que vous évoquiez au départ, elle est centrale.
l'homme est fait pour vivre en société. Les différences entre les hommes sont liées à notre nature et sont un bien dans la mesure où ils obligent aux échanges et à la complémentarité et aux relations entre les hommes. Nous vivons de ça. Et réduire ces relations à la simple économie, à la simple mesure financière de la valeur de ces échanges, c'est une erreur dramatique. Dans les échanges, il doit y avoir plus que ça. Il doit y avoir la place pour ce que Aristote avait identifié, etc., qui est l'amitié sociale. Alors, on Ce qu'avaient trouvera... fait les Gilets jaunes. Et ce que les Gilets jaunes, oui, effectivement, ont composé, ce que les manants ont retrouvé sur leur rond-point. Ce que les premiers Gilets jaunes ont fait. Oui, c'est ça, exactement. Alors, on trouvera un certain nombre de textes très intéressants dans votre revue Permanence, que nos téléspectateurs vont voir à l'écran. Permanence, donc, le numéro 583 de décembre 2020, le nouveau désordre mondial. Oui. Bon, voilà un dossier tout à fait intéressant, avec des signatures Renaud Girard, Édouard Husson, que nous connaissons. Renaud Girard du Figaro. Du Figaro. Oui. Bref, lisez Permanence. Alors, c'est le prolongement de... Voilà, notre Permanence, conversation. tous les trimestres, donne l'occasion où il y a un dossier, plus des rubriques qui sont toujours là, autour de la doctrine et de la culture. Donc, on peut approfondir une question en 40 pages, en général 3-4 interviews, et puis ensuite, régulièrement, par petite dose de 2 pages, une formation sur les questions de doctrine. Par exemple, avec Joël Audebert, vous voyez, des gens qui font autorité, avec... Professeur de droit. Professeur de droit, avec Monsieur Clément, sur François les questions Xavier d'éducation, etc. Et non, j'encourage. C'est vrai que c'est un outil, et c'est un outil de résistance pour justement avoir les anticorps, se vacciner contre cette pensée commune qui voudrait nous imposer ce nouveau désordre mondial qui repose sur une chose qui est unique, voilà, mais qui est on n'a pas le choix. Oui. Vous voyez, nous, il y a une stratégie qu'on appelle TINA. There is no alternative. Vous n'avez pas le choix, ouais. D'accord. D'ailleurs, les gens sont en train de dire qu'entre Trump et Biden, ce sera pareil, etc., etc. Enfin, ils espèrent. Hein, bon, on n'a pas le choix. C'est le modèle. Et vous voyez, on avait un numéro sur quelle opposition au macronisme. Aujourd'hui, on nous met dans un filet qui est en gros, on n'a pas le choix, parce que toutes les autres solutions, ça sera le désordre. Et puis donc nos bons amis qui sont chefs d'entreprise, qui ont été bien flattés par la politique de Macron, qui a compris que le capital était mieux rémunéré que le travail, et donc qui a encouragé les 30%, la flat tax, c'est une prime pour mobiliser effectivement les fameux start-upers, les entrepreneurs, etc. Moi je trouve ça a priori très bien. La seule chose, c'est que la politique qui est suivie, c'est un alignement sur une espèce de moyenne mondiale qui est en dessous du niveau de ces leaders français. Donc en fait, on utilise cette énergie, on leur donne du blé pour qu'ils votent pour vous, et derrière on fait une politique qui consiste à tout le temps augmenter la part de l'État dans le contrôle et la redistribution de l'économie. Nous frisons aujourd'hui les 63% du PIB. Quel pouvoir a le ministre des Finances? Enfin, c'est hallucinant. C'est colossal. Bercy, c'est devenu 63%. De la richesse nationale. Moi, je suis contre le monopole. Hein. Absolument. On est en train de l'invoquer pour les GAFA, mais 63% dans les mains de l'État... c'est quasiment une bolchevisation de la société. En même temps, parce que Macron nous dit la start-up nation. Mais il est conscient, c'est son en même temps. Il nous fait 63% du PIB entre les mains de l'État. Alors, évidemment, c'est une contradiction. Mais parce que l'État est devenu en fait le filet de sécurité des grands puissants qui sont un tout petit nombre. Alors, on peut lire aussi des livres. Vous avez écrit 2 livres, Personnes et société, anthropologie et politique, 2 numéros. Vous avez fait 2 exemplaires en compagnie de Florence Simon. Florence Simon, qui est avocate juriste. Personnes et société, l'objectif est civilisé qui suit. En fait, ce sont les étapes d'un parcours que l'on a fait pour répondre à la question qui est l'homme en société. Et essayer de voir, ayant vu la dignité de la personne qui s'impose quand vous êtes ingénieur, parce que vous savez commander à la matière, on vous donne une équipe à encadrer. Bon. Vous avez autorité sur des personnes.
C'est pas pareil C'est pas que la d'avoir même chose. autorité sur des microprocesseurs. Donc, et on comprend qu'il y a la liberté d'un côté, il n'y a pas de liberté de l'autre. Donc, personne et société, vous voyez, quels sont les rapports entre la personne et la société? Il y a derrière tout le débat de est-ce que je peux sacrifier une personne pour la société ou est-ce que la société est pour la personne? Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là. Essayez d'aller au fond de la réflexion là-dessus. Et civiliser, quels sont les principes de vie en société qui permettent d'être bonne aise et de vivre en étant heureux, en étant content de voir les autres, en étant content de se rendre service, en appréciant... L'empathie naturelle des citoyens. Voilà, en étant... comme on est dans une famille qui s'entend bien, comme on est dans un village où on s'entend bien, dans une entreprise où on est content d'aller travailler, quelles sont les règles, vous voyez, les principes que l'on peut observer et qui sont finalement les conditions de sociabilité. Encore faut-il avoir accès à la sociabilité, ce qui aujourd'hui avec un masque a été rendu difficile. Et la distanciation, la sociabilité est bien compromise. C'est vrai, mais ça veut dire aussi que maintenant, on doit bien se poser la question, ce qui fait la personne, c'est pas l'apparence. Non. Donc, l'apparence nous dit quelque chose parce que nous avons besoin de nos sens et nous connaissons par nos sens. Mais nos sens, il faut qu'ils s'intéressent à au-delà de simplement ce qui se voit. L'intérêt, c'est de voir ce qu'il y a dedans. Donc, on s'aperçoit que, paix à son âme, mais les actrices et les femmes de Monsieur Duhamel, etc., c'était pas des belles personnes, tout ça. Et elles ont vous vécu, voyez, elles ont c'est vécu. pas quand vous avez soi-disant des stars qui veillent sur une société, qui sont des modèles et qui en fait couvrent avec leur image plutôt médiatique, sympathique et médiatique, mais en fait des méfaits destructeurs de la personne. On voit bien qu'il y a un élément de révolte en ce moment. On se dit mais non, mais c'est pas possible. Ces gens-là ont fait ça. Hein, oui. C'était nos maîtres en sciences politiques, c'était nos maîtres sur la gentry, et ces gens-là sont comme ça. C'est affreux. D'où la perception de la réalité et de la vérité que vous avez. Voilà, d'où la recherche de la vérité, le règne de la vérité. Moi, le ictus, le Christ, c'est le règne de la vérité. On veut que la vérité règne, d'ailleurs. Pour qu'il règne. Pour qu'il règne, voilà. C'était le premier livre de Jean Housset. Et c'est d'une certaine manière la réalité qui s'impose. Parce que qui a l'intelligence du réel? Qui est la grande intelligence du réel? Qui est ce fameux logos? Peut-on vivre dans le monde en ignorant l'intelligence créatrice de ce monde et prétendre que ce soit nous? Et si en plus on nous dit que cette intelligence créatrice nous aime et donc que c'est pour notre bien qu'il y a des lois sociales, eh bien on devrait être motivé, séduit. La doctrine sociale de l'Église, c'est la doctrine la plus facile à vendre. Le macronisme, il faut énormément de dépenses, de marketing, etc. pour nous expliquer le en même temps. Oui, mais vous voyez pour ma part, je n'achète pas. Mais oui, mais ça consomme, hein, ça brûle du kérosène. Tous les ministres sont aujourd'hui des arroseurs d'une propagande. Ouais. Bon, alors que la simple observation de la réalité, de qu'est-ce qui fait le bonheur des hommes et qu'est-ce qui fait qu'on se révolte, et on trouve les points d'accord sur ce à quoi nous tenons vraiment. On va conclure là-dessus parce que, à vous entendre, je pense au territoire. Je pense à un territoire particulier dans lequel je vis, après avoir vécu très longtemps dans une très grande cité capitale. Eh bien, dans ce territoire, l'empathie existe. Là, toutes les caractéristiques de la relation humaine sont encore préservées. Nous sommes à la campagne, il y a les artisans, il y a les commerçants. Ils continuent tous autant qu'ils peuvent le faire, une vie sociale normale. Et chacun se reconnaît, se salue. Ça existe encore, ça. Ça existe. Il y a des endroits où il fait bon vivre, voilà. Bien sûr. Mais pour ça, là, je pense que la priorité des choses possibles et accessibles à hauteur d'homme, aujourd'hui, vous voyez, nous, Ictus, on pousse pour la formation et la mise en réseau. Hein, la baseline d'Ictus, c'est former et relier pour agir. Former et relier pour agir. Et j'invite, c'est vraiment facile. Les événements actuels nous ont obligés à mettre tous les cours en ligne. Donc toutes les formations sont accessibles en ligne sur le site Ictus. Et on peut voir, il y a aujourd'hui plus de 8 formations. On peut s'inscrire, on peut voir les vidéos quand on veut, ou se connecter pour être en live et pouvoir poser des questions avec des intervenants qui sont aussi divers que Boc Côté, Fabrice Adjage, Monseigneur Ide,
Il y a une richesse Andrieux. Enfin bon, les gens vont trouver là, et dans un esprit de formation, c'est-à-dire pas simplement d'information, c'est-à-dire que chaque étape des parcours permet de construire une pierre et de poser la suivante. Donc ceux qui en feront l'effort vont trouver et vont goûter cette cohérence de la doctrine sociale de l'Église, illustrée aussi bien dans les questions politiques, anthropologiques que culturelles. Bruno de Saint-Chamas, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Il y a une adresse pour Permanence ou pour Ictus? Pour Ictus, alors l'adresse 49 rue des Renaudes, 75 017 Paris, et le site Ictus, donc ichtus.fr. Merci Bruno de Saint-Chamas, chers téléspectateurs, merci Pierre. Merci Olivier, merci et messieurs. à très bientôt. Et merci à tous. À très bientôt.